C'est ridicule que le président prenne l'avion ici, arriver pour que son interlocuteur ne soit pas là. Est-ce que la médiation ne savait-elle pas que le président Kagame n'allait pas venir? J'ose croire que la médiation savait que Kagame ne viendra pas. Si la médiation ne savait pas, la médiation allait exprimer son indignation. La médiation n'a pas exprimé son indignation, c'est-à-dire la médiation savait. C'est tout justement le vouloir humilier les Congolais. Parce que nous avons un leadership faible au sommet de l'État. Mais Mouyaya, c'est lui le photographe de Kagame. Quand il prend des photos avec sourire pepsodent devant Kagame, il pensait qu'il était en face de qui? Ça, c'était autrefois. Autrefois, Kagame, autrefois était qui? Il y a un moment où Kagame cessait d'en vouloir au Congo. Il y a eu un moment où Kagame était le partenaire privilégié de... Mais toujours à chef de l'État. Cherchant à déstabiliser le Congo. Il tirait bénéfice que nous-mêmes. Et pour vous, à qui profite cet échec? À l'incompétence. C'est la première fois de voir les gens échouer et s'en féliciter. Ils sont fiers d'avoir échoué. Je ne sais pas si cette fondation fait la politique. Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, journalistes restent journalistes. On ne peut pas leur prêter intention, mais on va voir dans le fait, à la continuité. Est-ce qu'ils vont changer leur manière de voir les choses? De traiter les informations. C'est ça le travail. Moi, je ne trouve pas de débat là-dessus. Je ne trouve aucun débat. Vous saluez quand même l'acte posé par la première dame. J'organise une fête. En réunissant le journaliste d'une autre tendance, d'une tendance opposée à la leur. C'est à l'organisateur de voir qui devait inviter. Il a choisi ses invités. Et c'était aux invités de décliner ou d'accepter. À leur place, est-ce que vous aurez répondu à cette invitation? Je vous si dis tout de suite, je n'allais pas répondre. Pourquoi? Parce que moi, je suis politique. Après tout, vous êtes citoyen congolais. Je suis citoyen, mais je ne suis pas membre de cette... Et là, la fondation n'est pas apolitique. Mais financée par l'État. Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va pris l'indenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service local, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression.
Ça tire dans tous les sens et même à balles réelles au travers de médias et canaux interposés après la rencontre de la première dame avec le journaliste, toutes tendances confondues, et les communicateurs du pouvoir. Ce matin même, notre confrère Scoop RDC titrait à sa une la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi moralise et conditionne tacitement le Quado. On va décortiquer cela, on va y revenir avec beaucoup de détails et en comprendre le contour. On reviendra également sur l'échec dans les négociations entre Kinshasa et Kigali en vue de parvenir à la signature d'un accord de paix dans l'est du pays. Le président rwandais Paul Kagame a brillé par son absence, laquelle qui en dit beaucoup, qui en dit plus sur la nature de l'adversaire. On va décortiquer, comprendre le tenant et les aboutissants de ces ratés diplomatiques, parce que Kinshasa parle d'un échec. On va revenir aussi avec beaucoup de détails. Quelles leçons, quelles conclusions tirer de ces déplacés qui n'aura pas servi à résoudre la question ou trouver solution à la crise sécuritaire qui frappe de plein fouet l'Est de la République du Congo. Vous avez bien fait de nous choisir en ce lundi 16 décembre 2024. Plus que 15 jours nous séparent de la nouvelle année 2025. Eh bien, on en profite pour vous souhaiter le vœu le meilleur, des succès, des santé et surtout des fidélités à votre chaîne Politico RDC pour l'an 2025. Nous sommes déterminés ou engagés à vous servir davantage avec de nouveaux contenus que vous allez retrouver sur votre chaîne Politico RDC, la force du détail. Et on va décortiquer, on va revenir sur l'actu de la semaine, tout ce que vous avez raté pendant le week-end avec un invité que nous avons fait venir pour vous. Marley, vous l'appréciez tant, sa pertinence et son engagement pour un état des droits. Comment allez-vous? Bonne santé, Marley-vous. Je vais très bien. Salut à tous les fidèles téléspectateurs, mais aussi au DG de cette chaîne, M. Jean-Pierre KMB Tatou. Salut à vous-même et à l'équipe technique. Nicolas Belé. Tosali. Comment la santé physique? Non, nous autres, on monitor au continu. Et dernièrement, vous avez organisé un point de presse dans lequel vous avez tiré la sonnette d'alarme, prévenir ou mettre en garde le gouvernement dans son projet funeste du changement de la Constitution. Qu'est-ce qu'il en est ou est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Nous croyons tous que la Constitution n'est pas notre Constitution n'est pas une serviette jetable. Ce n'est pas une chaussure qu'il faut choisir votre numéro. Non, c'est un bien commun que nous devons tous protéger. Félix Tshisekedi ne peut pas prendre prétexte de son amateurisme, de son incompétence au sommet de l'État derrière cette constitution. Cette constitution, elle est bonne. Kabila dirigeait ce pays avec la même constitution. Et d'ailleurs, nous disons, la bonne gouvernance n'est pas assujettie d'une bonne constitution. Matata Ponyo, Premier ministre, Kabila, président de la République, Joseph, ils ont créé la société Congo Airways sans modifier la constitution. Alors la bonne gouvernance est tributaire de quoi? Des idées, d'un leadership, d'une vision, d'un programme. Ce sont les facteurs qui promeuvent la bonne gouvernance. Voilà. Mais Tshisekedi n'en a pas. Maintenant, pour Tshisekedi, il faut changer la constitution pour nous donner des routes. Il faut changer la constitution pour nous donner de l'eau. Il faut changer la constitution pour nous donner de l'électricité. Il faut changer la constitution pour mieux payer le professeur des universités, pour s'occuper de nos militaires, de nos policiers. Non, c'est faux. Matata Ponyo a bancarisé le paye des agents publics de l'État sans modification, sans changer la Constitution. Ce n'est pas parce que la Constitution est bonne qu'il ne faut pas l'adapter, comme les chefs de l'État essaient de le dire dans sa tournée en province. Mais vous avez vu, même Tshisekedi est dans l'incapacité de vous expliquer, d'asseoir l'opportunité
l'opportunité de cette modification ou changement de la Constitution. Dans ses multiples explications, il se contredit lui-même. Il n'y a aucune motivation, même dans le chef de pro-modification, révision ou changement. Quelle est la contradiction que vous avez pu déceler à ce jour? Exemple, quand tu serais de parler de l'article 217. Quelqu'un m'a dit le président était en colère parce qu'un président étranger lui a expliqué que cette disposition répond justement, il rentre dans le cadre des traités et accords internationaux. Donc, ça n'a rien à voir avec la vente des terres, tout ce que tu serais disait ces hommes. Et c'est pourquoi... Oui, la jonction des terres est bien explicitée dans l'article 214. Raison pour laquelle, dans sa campagne éternelle, devant les députés et sénateurs, il n'a pas évoqué cette disposition. Sa campagne devant le Congrès réuni, parce que moi je ne le qualifie pas d'un discours sur l'état de la nation. Il était en campagne. On va y revenir. On peut d'abord de l'activité que vous avez organisée. Pendant sa campagne devant les députés et sénateurs, il n'a pas repris, il n'a pas encore critiqué cet article, cette disposition 217. Donc, il n'y a aucune opportunité. Parce que la personne qui a lancé les débats ne sait pas pourquoi il faut réviser ou changer. Il dit que notre constitution doit être adaptée aux réalités actuelles. Mais mon frère, quelles sont nos réalités actuelles? On n'a pas du courant. Est-ce qu'il faut adapter cette constitution, accepter de ne plus avoir... Les réalités de 2000 ne sont pas les mêmes que oui, celles de 2024. Il a totalement raison. La réalité de 2006, ce n'est pas celle de 2024. Mais quelles sont les réalités de 2024? On n'a pas de route. On n'a pas d'emploi. Pas d'opportunité pour les jeunes. Pas d'électricité. Pas de bibliothèque. Pas de centres de recherche. Les gens ne sont pas payés. Les réalités actuelles, c'est que le député a maintenant 33 000 $ le mois. Les réalités actuelles, c'est que le président a augmenté le nombre de services au niveau de la présidence. Et le comptable de ces bilans, c'est qui? Mais on parle d'abord des réalités actuelles qui poussent Tshisekedi à adapter la Constitution. Alors, qui en est alors le comptable? Le comptable, c'est lui. Alors, en fait, c'est une raison pour passer d'un régime semi-parlementaire à un régime la Constitution présidentiel. Actuelle n'appartient pas au président. Ça, nous faisons le bilan par rapport aux réalités actuelles. Et le président veut prendre prétexte pour changer la Constitution. La Constitution, c'est un bien commun. La Constitution appartient au peuple. Une fois que cette Constitution a été soumise au référendum et qu'elle est adoptée à 85%, cette Constitution a cessé d'appartenir aux constituants et au président. C'est notre constitution. C'est ça où le Tshisekedi n'arrive pas à comprendre. C'est notre constitution, il ne peut pas décider de notre constitution. Et si par le même procédé... surtout qu'il est un président illégal. Et si par le même procédé, on décidait d'interroger le peuple? Pourquoi avez-vous peur? Surtout qu'il est un président illégal et illégitime. Savez-vous que le Tshisekedi est illégal? Que je sache, c'est le président qui est... Il est illégal. Illégal et légitime. Il est illégal et illégitime. Il a été élu à plus de 70% des voix. Illégitime pourquoi? Tshisekedi est arrivé au pouvoir dans son second mandat par un coup d'État constitutionnel électoral. La loi électorale est claire dans cette matière. On organise les scrutins à une journée. Quelle est la loi qui avait autorisé Tshisekedi et sien de nous organiser une élection à 7 jours? On me montre cette disposition ou cette loi. J'ai dit qu'il est légitime. Les contraintes techniques et les contraintes non, il n'y avait pas de contraintes techniques. Ne les permettez pas. S'il y avait des contraintes techniques, alors on disait à Tshisekedi, tous on savait qu'il y avait des contraintes. Trouvons un moyen de repousser même d'un mois de plus. Tshisekedi avait refusé. Quel était son discours? Nous, l'opposition, nous avons peur des élections. C'était ça le discours. On n'est pas préparé, Tshisekedi est préparé, ces hommes sont préparés. Alors il n'y avait pas de contraintes. Il a reçu des garanties de la CENI. Mais justement, il n'y avait pas de contraintes. D'organiser ce processus. Il n'y avait pas de contraintes, il y a eu un coup d'État électoral et constitutionnel. Illégal pourquoi? D'abord illégitime, je vais citer. Ça c'est votre lecture. Mais ce sont des réalités que nous avons vécues tous. Aucune élection, même Kabila, le diable, n'a pas organisé des élections où on trouvait des machines à voter dans la rue. Je ne dis pas chez les dignitaires simplement, mais dans la rue.
Il y a des gens qui circulaient, ce n'est pas moi. Un gars très influent de l'IDPS, Jeko Béa, qui avait accusé, entre autres, Peter Kazadi à l'époque, ministre de l'Intérieur, d'avoir circulé avec des machines à voter dans son véhicule. Et quel est leur sort? Le sort réservé à tout ce monde-là, sur qui on a retrouvé des machines. On ne pouvait pas les arrêter. Aujourd'hui, Jean-Tini Ngoblé, sénateur, mais recalé au législatif national pour raison de détention illégale de DV, des machines à voter, d'autres matériels. Mais comment est-ce que celui qui a commis la... Parce que c'est une haute trahison. Il a usurpé le pouvoir de tout un peuple. Mais il est aujourd'hui sénateur. Par la même CENI. Et la justice n'a jamais sanctionné. Mais d'abord par la même organe organisationnel qui nous a dit tous que ce monsieur détenait les DV. Mais c'est le même organe qui a accepté sa candidature comme sénateur. Donc, et il siège tranquillement. Il y a un problème. Alors, le danger, c'était quoi? Recaler tous ces gens-là, le mettre devant le cours des tribunaux, les moins préparés à les citer le nombre de voix qu'il avait, il avait octroyé au président de la République. Parce qu'en réalité, on devait annuler l'élection générale. À partir du moment où la justice ne sait pas s'en mêler, que peut-on déduire de cette réalité? C'est ça le caractère illégal. Donc, il y a eu tricherie à ciel ouvert. Il y a des prisonniers sénateurs, il y a des prisonniers députés, il y a des prisonniers en circulation dans ce pays. Ok? Mais Tshisekedi, il est illégal maintenant, pourquoi? Là, c'était la légitimité. Il est illégal pour avoir prêté serment devant une cour constitutionnelle illégale. Savez-vous que cette cour constitutionnelle est illégale? Oui, vous l'avez dit dans la précédente. On devait organiser le tirage au sort depuis le mois de juillet 2023. Depuis que j'ai posé cette question à Mbata et à d'autres juristes de l'Union sacrée, quelle est la valeur juridique et légale d'un serment reçu par des gens sans qualité? Parce que leur mandat avait déjà expiré au regard de la loi organique. Qu'on nous dise c'était quoi? Constitutionnelle. Alors, c'est aux juristes, c'est Anjoli, à Bouchab, à Essambo et à d'autres juristes qui pensent être plus juristes que tous les Congolais, de nous dire quelle est la valeur juridique et légale d'un serment reçu par des gens. C'était fait à dessein. C'était fait à dessein. C'est dans la négligence la plus totale. C'est dans l'irresponsabilité la plus totale. Quand vous regardez la jure de M. Tshisekedi et de son entourage, leur comportement dans la gestion de la République, il y a l'impréparation. Il y a l'impréparation, il y a l'amateurisme, il y a vraiment de la poussière dedans. Il y a un travail à faire qu'il faut nettoyer. Donc je pense que Tshisekedi est illégal. Ça, personne ne va m'enlever cette thèse. Il est illégal, il est illégitime. Alors, dans son illégalité, il veut parler, il lance un débat sous le texte sacré de la République. Non, mais c'est Tshisekedi. Naroloba lingala. Constitution, c'est le rôle de l'amba ya kodefa. Soki ngala munene non. En regardant, vous avez plus de poids que moi. Soki kodefa chemise pa nanga ko dimina ngo déposer yanga. Soki dimino bebise linga chemise parce que je vais finir par récupérer. OK? Soki pe ngai na kodefa chemise ya munene na rolata yango bongo. Pour ceux qui n'ont diminué yango, hein, je serai obligé d'acheter une autre chemise pour vous parce que vous finirez par récupérer votre chemise. La Constitution appartient au peuple, pas à Tshisekedi, pas à qui que ce soit. Donc, et puis de deux, comment un locataire, hein? Mais aujourd'hui, par la même volonté, le peuple décide de prendre son destin à main. D'abord, en sciences politiques, c'est le peuple qui réclame le changement où il faut qu'il y ait un accident majeur dans la République. Je vous donne un exemple. Mobutu venait d'arriver par un coup d'État en 1965. C'est pourquoi en 1966, en 1967, il y a eu une nouvelle constitution. La constitution promulguée au mois de juin 1967. Mobutu voulait aller zaïriniser, prendre l'impère comme... rendre le pays, la pensée unique, asseoir la pensée unique et le parti-État, il a rédigé une nouvelle constitution en 1988. Donc il faut qu'il y ait des événements qui poussent
La société a dit non, ici nous devons nous arrêter et changer les choses. Mais il n'y en a pas. Mais est-ce que, pas forcément, mais face à la nécessité de nous adapter, de nous affirmer en tant qu'un État puissant, est-ce que ça... on ne peut pas aussi on ne devient pas tenter de on ne devient pas un État puissant parce que vous changez chaque jour les constitutions. Parce que vous dites chaque semaine nous devons avoir une nouvelle constitution. Ce n'est pas un État. Un État fort, c'est avoir des institutions fortes. Mais aussi les hommes forts qui les animent. Non, les hommes intelligents et compétents, pas des hommes forts. Ce sont des hommes forts, entre guillemets. Quand vous dites des hommes forts, en gestion publique, on croit à la dictature. Il faut des hommes avec un grand leadership visionnaire, éclairé, avec compétence, avec un programme bien détaillé, à court, à moyen, à long terme. Ce sont des hommes que nous avons besoin. Ce sont les hommes qui font les institutions. Les institutions doivent être fortes. Pourquoi? Parce que c'est notre vie. Parce que les hommes passent. Ces hommes-là forts finiront par passer. Mais les institutions fortes vont demeurer pour l'éternité. Pour être une nation forte, vous devez avoir une économie forte. C'est que nous n'avons pas. Vous devez avoir une puissance militaire. Vous devez être une puissance en termes de sécurité, en termes de renseignement, justice, une bonne administration de la justice, la gestion orthodoxe de la res publica, de biens de l'État, la distribution équitable des revenus de l'État rend un peuple redevable et sérieux dans la surveillance d'un État et cet État demeurera fort et puissant. Allez, merci beaucoup, Marley Vouvon. On va prendre pendant 2 minutes cette intervention, votre lecture du point de presse. C'était hier au siège de LGD de Matata Pogno, la jeunesse d'Ensemble pour la République, de LGD, de décider, même du PPRD, s'est réuni pour dire non au changement de la Constitution. Déclaration de la jeunesse de l'opposition congolaise. Non au coup d'État constitutionnel. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, chers jeunes de notre chère République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous, la jeunesse éveillée, résolue et déterminée, nous nous levons pour faire barrage à une initiative sombre et destructrice. Nous nous levons défendre ce qui est sacré, notre constitution, notre démocratie, notre avenir. Nous sommes unis pour dire non. Non à la manœuvre odieuse de ceux qui veulent détruire notre pacte fondamental et perpétuer leur pouvoir au mépris du peuple. Oui, ce sont bien des obscurantistes, des dirigeants dépassés par les défis des gouvernances, déconnectés de la réalité, incapables d'améliorer les conditions de vie de la population, qui cherchent à manipuler notre loi suprême pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Les projets de M. Tshilombo Tshisekedi et de sa famille politique d'union sacrée n'a rien à voir avec le bien-être du peuple, mais plutôt à tout à voir avec une volonté égoïste de prolonger un règne illégitime et illégal, de camoufler leur incompétence et de bafouer nos droits les plus élémentaires. Nous disons assez, trop, c'est trop. Congolaises, Congolais, jeunes de notre grande nation. Voilà, la jeunesse dit ça n'est assez, trop, c'est trop. Donc, la jeunesse décide d'être au devant de la scène. Pourquoi? Parce que c'est la force de la jeunesse. Les Lumumba se sont baptisés, ils avaient notre âge. Le vieux, nous ridiculisons pas leur combat, mais ils sont déjà au 3e âge. Donc c'est à nous, la jeunesse, de prendre les choses en main et de bien défendre la République.
Nous disons assez pourquoi le peuple cherche les opportunités. Le peuple veut l'emploi, la paix. On parle d'abord de la jeunesse. La jeunesse. Dans sa Donc cette jeunesse, dépourvue de tout, abandonnée à leur triste sort, cette jeunesse veut les opportunités, veut les emplois. Cette jeunesse veut des infrastructures de santé adaptées pour de meilleures conditions de soins de santé. Mais très souvent, la jeunesse est laissée pour compte que quand il s'agit de questions de positionnement, c'est elle qu'on utilise pour parvenir à ces fins. Vous avez aussi raison. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre pays. Mais est-ce que vous pensez que aussi, par rapport à votre question, vous pensez qu'il y a une guerre, il y a une guerre générationnelle. On ne fera pas cadeau. Oui, nous sommes conscients de ça. Mais nous devons aussi nous battre pour avoir notre place. Avoir une place dans la société, ce n'est pas une tâche facile. Il faut se battre. Et nous avons décidé de nous battre. De montrer à la face du monde que le Congo a quand même une jeunesse qui peut faire quelque chose. Vous battre à quel prix? La liberté n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Pour la dignité, il n'y a pas de prix. S'il faut payer le prix, aller même au sacrifice suprême, c'est normal. C'est ça aussi, c'est battre pour la dignité. Pourquoi avez-vous peur de mourir pour des choses correctes, vraies? Mais vous acceptez de mourir parce que vous n'avez pas des infrastructures de santé. Vous acceptez de mourir parce que vous n'avez pas de pharmacie. Vous acceptez de mourir parce que vous manquez 500 francs pouvant vous permettre de s'acheter même une plaquette d'aspirine. Alors, en quoi servirait votre existence? Une question, est-ce que pensez-vous que le héros Patrice Emery Lumumba avait bien raison de mourir pour une telle nation, pour un tel peuple qui reste inconscient et qui ne sait pas perpétuer son héritage ou son combat politique? Le peuple n'est pas inconscient. Ce sont des dirigeants et des leaders politiques qui sont inconscients. Parce que les partis politiques ont quitté leur mission civique d'encadrement de la jeunesse et de la population. Ils n'organisent plus des séminaires d'encadrement ni des conférences d'encadrement. Ils ont montré aux jeunes qu'un président de parti politique peut détourner les deniers publics et que la jeunesse de son parti doit être prêt à recevoir des gaz lacrymogènes pour défendre un voleur. C'est ce qu'on apprend dans les partis politiques. Vous avez vu les cas Vital Kamerhe. On réclame de milliers de millions de dollars dans le projet 100 jours, mais cette même jeunesse qui dirait est sans emploi, sans opportunité, sans avenir. Sans avenir, l'avenir est très sombre. Ils ont accepté d'être bastonnés par la police, gazés, afin de défendre que Vital Kamerhe. Moi, je n'ai pas froid aux yeux pour dire la vérité. Mais après leur revendication, c'est avéré être vrai, parce qu'après tout, le nouveau président de l'Assemblée nationale a fini par être blanchi par la justice. Je vous dis, Kamerhe n'est pas blanchi. Kamerhe doit garder ça en tête. Cet argent ne partira pas comme ça. Tout le blague qu'ils sont en train de faire ici, avec les deniers publics, l'argent de l'État, du peuple des Congolais, ça ne va pas partir comme ça. Nous n'allons pas régler des comptes aux individus, mais nous allons récupérer ce que l'État a perdu, pas pour faire évoluer les choses, mais pour enrichir des individus, du reste sans mémoire collective, sans une bonne mentalité, sans compréhension de la gestion publique de l'État. Donc, Kamerhe n'était pas blanchi, Kamerhe était sauvé par son ami Félix Tshisekedi Tshilombo. La gestion, le comportement... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La justice est aux ordres. Aux ordres, c'est ça la maladie de la justice. C'est pourquoi Tshisekedi est incapable de donner une thérapie de choc à cette justice. Parce que ce procureur que vous voyez garde beaucoup de secrets contre Tshisekedi et ses amis. Il crie le matin, cette justice est malade, le soir ils appellent notre... Parce que quand il dit la justice est malade, en fait il dit tous ces procureurs généraux sont malades. Oui, récemment même on s'est posé la question comment un procureur
au niveau de la Cour de la cassation, dont on connaît les salaires qu'il gagne mensuellement, peut s'acquérir un domaine aussi luxueux à près d'1 million de dollars en Belgique. Moi j'aime rester véridique et clair. J'aime pas impiter, j'aime pas être dans le périphérique. Le procureur général Firmin Vodé s'est donné les leaks. Pas le leaks. Il a agi comme tout citoyen. Il est allé à l'Equity BCDC. Il a obtenu le crédit. Les documents existent. Mais on sait comment ça, c'est son le procédé aussi pour obtenir un crédit au niveau de l'Equity BCDC. Aussi longtemps. Le propriétaire de l'Equity BCDC ne sont pas amis à Vondé. Ils ne sont pas là pour faire cadeau à Vondé. Donc nous, c'est comme si moi je venais. Est-ce que ce n'était pas une manière pour lui de couvrir ce qu'il a gagné dans je ne sais pas. Dans des coups fourrés? Ça, je ne sais pas. Ça et là. Ce que je vis, la lettre a été publiée. Moi, j'ai des amis qui travaillent à l'Equity BCDC. Nous avons vérifié. Et réellement, c'était vrai qu'il avait obtenu un crédit bancaire auprès de l'Equity BCDC. Ça, c'est privé. Ce n'est pas des deniers publics. C'est à lui de voir avec l'Equity BCDC. S'il ne paye pas, il sera poursuivi. D'ailleurs, dans le pays sérieux avancé, on n'achète que par crédit. Combien vous gagnez? C'est son problème. Aller créditer. C'est son problème. Auprès d'une banque. C'est son problème. Le banquier suit tout. Ils se sont mis d'accord, La suite, c'est à eux de voir. Mais moi, j'ai dit simplement, quand on dit la justice est malade, ça dit Tshisekedi insulte le procureur général de la République parce que la justice comme personne morale ne peut pas être malade. Ceux qui sont malades, ce sont qui administrent cette justice. Donc, Tshisekedi insulte matin, midi, soir. Alors, mais quand il incite comme ça, le soir, il les appelle. Pour dire, ça, ce sont des discours qui sont politiques, il ne faut pas en tenir rigueur, il ne faut pas m'en tenir rigueur. Tout ça, ça affaiblit notre pays. Donc, nous, jeunes, nous sommes conscients de l'avenir de notre nation. Conscients que notre pays court des grands risques de balkanisation, de séparation. Tout ce que le pays court, nous devons s'élever comme jeunes, se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route. Nous devons garder cet héritage parce qu'à part ces pays, on n'en a pas dit. Et vous qui êtes au contact avec la jeunesse, comment ce discours résonne dans le milieu des jeunes? Ce qui est bon, la jeunesse adopte facilement ce discours. Allez, merci beaucoup. On va prendre la précision du chef de l'État lors de son adresse à la nation le mercredi dernier. Il était revenu sur cette question de changement de la Constitution en adoptant une autre rhétorique, un autre concept qui semble lénifier les débats et même l'intention du chef de l'État quant à s'éterniser au pouvoir. Il a parlé des réformes et jamais le terme révision ou constitution ne sont sortis de sa bouche devant le Parlement réuni en congrès. À une réflexion commune. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Voilà, Marlez-vous, le président parle d'une réflexion sur une nouvelle constitution. Et avant ça, il avait promis de mettre sur pied une commission devant réfléchir quant à ce. Est-ce que le président a-t-il reculé face à la pression? Le président, je vous ai dit,
même parler des réformes, il n'en a pas droit. Parce qu'il est illégal. Comment il n'en a pas droit? Il est illégal. J'ai démontré que le président Tshisekedi est illégal. Mais on le considère comme le président de la RDC. C'est lui qui engage les pays Donc, à travers... Voilà, maintenant, nous avons le droit d'activer l'article 64 parce que là, nous sommes dirigés par Fox en violation des lois de la République et surtout de la Constitution. Voilà, on reste sur le discours, sur l'état des nations. J'ai vu un monsieur qui ne connaît pas son propre travail. On parle du discours sur l'état de la nation. Le président vient expliquer la situation de la République durant une année. Donc, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Mais on réduit les jours. Pourquoi? Parce que la session de septembre prend fin le 15 décembre. Mais le président était en campagne. Devant le député et sénateur. Il n'a rien dit, il n'a rien dit de 2024. Il a parlé de 2025, 2026, 2027. Non, il a parlé de ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Les actions dans certains domaines. Il a parlé de la gratuité des accouchements. Non, ça c'était en 2023. De beaucoup de choses. La gratuité des accouchements, c'est en 2023. Mais ça continue jusqu'à ce jour. Mais en 2024, où en sommes-nous? C'est ça le discours. C'est de lire la Constitution. Chaque année, le président rend compte des activités de l'année, pas de l'année passée ou des années à venir. Mais la gratuité des accouchements donc, ça veut dire, est toujours effective. Attends. Et c'est normal. 2021, gratuité de maternité, de l'enseignement. 2024, donc il ne fait plus rien de gratuité de l'enseignement. 2022, gratuité de la maternité. 2023, gratuité de la maternité. 2024, qu'est-ce qu'il a fait à part céder là? Il a parlé du fichier de l'administration publique. Quel est ce fichier? Des avancées notable dans ces domaines. L'avancée notable, là, le bilan est statistique. Il a donné les chiffres. Mensonge. Où en sommes-nous? C'est à combien de pourcents? Combien nettoyé à combien de pourcents déjà? Il ne donne pas de chiffres comme si tu sais qu'il confond le palais du peuple comme sous le bois de l'humidité. Consolidation du fichier de la fonction publique. À combien de pourcents? Le bilan, ce n'est pas simplement le parler. Parlons de la question de réforme constitutionnelle. Il n'y aura pas réforme constitutionnelle, il n'y aura pas... En fait, la réforme constitutionnelle, c'est presque exactement la révision constitutionnelle. Il n'y en aura pas. Déjà, je vous ai dit l'autre fois, ils ont une constitution. Mais simplement, Tshisekedi n'arrive pas à asseoir son argumentaire. Est-ce que vous en avez reçu la mouture? Je vous dis, ils ont une constitution en main. Parmi les gardiens de cette nouvelle constitution, il y a Prof Isidore Ndaïwel. Je vous dis. Je regrette pour mon père, c'est mon père. Hein. J'étais avec lui au CLC. Avec les Didier, les Fabrice Mboma, le Ephraim, les maîtres Fedi Akesse, tous ces mondes-là, Marie-Floxine. On était là. Il faut rappeler que c'est lui le premier à lancer le débat les changements de la Constitution. Si Rossi Mukendi était mort dans ce pays, c'était par l'appel de Isidore Ndaïwel. Non, pas par de l'individu. Non, quand j'ai dit lui, c'est lui qui organisait, c'est lui qui coordonnait. Essayons de, quand on dit Tshisekedi, de parler des structures et des fonctions de gens. Quand on dit Tshisekedi, on parle de la République. Je cite son nom parce qu'on devait identifier qui dirigeait le CLC. C'était lui. C'est lui qui lançait les appels. Thérèse Kapangala est mort. Hussein Ngandou, il y en a plein. Soromonier là-bas, tu as CLC balatara. Comment CLC? On va bleu, tu vas combo tout le monde à Mikiwana. Et ça va te couper dans la marche à CLC. Ondaïwel, maman Léonie, baza Robin Absotoki. Je salue maman Léonie là où elle est. Mais c'est la même personne qui a lancé les appels ici dans ces pays. Les appels qui ont occasionné le mort de plusieurs parmi nous. C'est la même personne aujourd'hui qui nous parle de changement de la Constitution pendant que ces appels étaient exactement contre un probable changement de la Constitution ou révision. Non, contre le troisième mandat du chef de l'État. Mais pour avoir un troisième mandat, il faut changer quoi? Il faut modifier quoi? La Constitution, non? C'était contre ça. Mais aujourd'hui, il s'est fait centre d'une...
Il se fait centrer, il fait des Tshisekedi indiens. Mais quand il parle du changement de la Constitution, ce n'est pas non plus faire la part belle à Tshisekedi ou faire une passe en or. Moi, j'avais dit aux amis. C'est une réflexion. J'avais dit à mes camarades du CLC. Il engage de manière froide. Lorsque Tshisekedi avait nommé Isidore Ndaiwel, professeur, un monsieur intelligent, hyper intelligent, un vrai historien, parmi des richesses, mais je ne comprends pas ce qui lui arrive. Quand Tshisekedi était devenu président de l'Union africaine, il avait nommé Isidore Ndaiwel dans le panel d'experts pouvant l'accompagner dans sa mission à la tête de l'Union africaine. J'avais dit aux amis, le vieux est parti. Après après la fin du mandat de Tshisekedi au sommet de l'Union africaine, Isidore Ndaiwel nous a pondu une conférence de presse ici. C'était le premier à lancer ces débats d'un mandat de 7 ans. Donc pour vous, lancer ces débats et appeler de tout sauver à je pose la question, permettez quand même. Lancer ces débats et appeler de tout sauver à une nouvelle constitution reviendra à cracher sous le nombre de morts qui sont tombés à l'époque où on militait, où on marchait pour dire non à un probable changement de la Constitution. Je pose la question au professeur. C'est pourquoi il avait voulu, il nous avait mobilisés, nous, membres de plusieurs mouvements citoyens, pour sauver cette Constitution. Quelle est la motivation aujourd'hui, pour que cette Constitution soit changée? Donc simplement, il y a les sentiments, il y a le désir de vouloir faire d'un homme, de faire des Tshisekedi indiens. Et Ndaiwel s'est fait évangéliste d'une religion morte. Il s'est fait centre d'un régime aux abois. Est-ce que le professeur Ndaiwel peut nous dire c'est quoi la différence entre le régime Kabila et le régime Tshisekedi? Aujourd'hui, la situation est pire qu'avant. On a combattu Kabila sans qu'un seul territoire de notre pays soit occupé avec le professeur Ndaiwel. Je me répète, on a combattu Kabila ensemble avec le professeur Ndaiwel et autres sans qu'une seule avenue de notre pays soit occupée. Est-ce que pour l'opposition politique, ce n'est pas aussi aller très vite en besogne, comme l'avait dit Caméré après sa rencontre avec le chef de l'État? Parce qu'on parle d'une réflexion, d'un projet. On n'est pas encore à l'heure de dérouler le grand débat. Pourquoi agitez-vous et pourquoi être dans les rues, organiser des marches, faire même des communiqués sanglants contre le pouvoir en place? On ne s'agite pas. Caméré, c'est un assujetti de Tshisekedi. On ne s'agite pas. C'est lui et son chef qui s'agitent. Nous ne s'agitons pas. Nous répondons et nous donnons notre position. Est-ce que ce n'est pas tôt faire ce que vous faites? Ce n'est pas tôt. Si la réponse vient, pour la réponse c'est tôt. Mais pour celui qui a envoyé la question, c'était tard. Et pas d'une réflexion, et il faut attendre 2025. Mais il ne s'agit pas d'une réflexion, il ne s'agit pas d'attendre la mise en place d'une commission. Il s'agit d'un document existant déjà. Savez-vous qu'ils viennent de décaisser plus de 100 millions de dollars? Ils ont établi un budget de 300 millions pour battre campagne. 200 millions pour les églises et d'autres organisations de la société civile. 100 millions pour l'Union sacrée afin d'inonder le média, le riz de la République, afin d'imposer ces changements de la Constitution. Les églises vont prendre aussi les relais. Mais ils ont déjà commencé. Voici l'homme, Jimmy Mbaya. Il y a un pasteur que je ne connais pas son nom. C'est un violeur au Canada. Tout ce monde-là. D'abord, l'immoralité loge l'Union sacrée. Jimmy Mbaya a parlé d'une prophétie, d'une révélation qu'il aurait reçue de la part du Seigneur. Quand vous regardez, comme quoi c'est la volonté de Dieu que l'on s'engage sur cette voie. On peut prendre des prophéties sous Tembo. Hein. Tu es sous l'effet de Tembo, de Chivaz. Tu rêves d'un livre tenu par ton enfant tel que ce monde émerveillé. Tu penses que c'était la Constitution. Ce sont des aciétés.
L'autre, voici l'homme qui disait ici, on a 300 qui... Ils ont dit 300 qui... En fait, ce sont des illettrés constitutionnels. Allez, merci beaucoup. Des gens incapables de lire et de comprendre. Je me répète, Jimmy Mbaya n'est pas un prophète. Je lui pose la question, je lui dis, Aïbi Sangaï, Nzambala Kisaï, 2 ans dans sa Guinée. 2 ans passés, je faisais quoi? Non, il ne dit pas de prophéties parce que... Non! Mais il donne des prophéties parce que Dieu le lui donne. Vous prenez Dieu pour imbécile ou quoi? Donc Dieu laisse tout le peuple du monde pour révéler qu'à Zimbaya le changement de la constitution. Mais pourquoi pas? Le changement de la constitution. Dieu avait une constitution. Dieu avait une constitution. Allez, merci beaucoup. Ce sont des achetés. L'autre violeur qui a fui le Canada dit des bêtises. Et je regrette pour les kabylistes. Il est passé sur le plateau de Christian Bossembe, devant Naomi Mpila, je cite les journalistes. Ta conseillère Naomi Mpila et l'autre confrère, votre confrère, pour dire que Kabila a giflé de ministres. Et ces ministres sont vivants, ils sont incapables de répondre. Ils doivent sauver l'image de Joseph Kabila. Mais pourquoi donner tant d'importance à un immoral comme vous l'avez... On ne lui donne pas l'importance, mais on sauve notre... Ils sont dans l'obligation de sauver leur image dans l'opinion. Pas pour lui répondre. Lui n'a pas d'importance, c'est un immoral, c'est un homme déconnecté qui n'a pas de racines. On explique à l'opinion. Son nouveau travail depuis qu'il a quitté le Canada, c'est depuis qu'il a fui la prison. C'est un évadé. Il a échappé à la prison. Il n'a pas fui la prison. Il a fui la prison, c'est un repris de justice. En fait, l'Union sacrée, c'est un groupe de repris. Hein. Si vous fouillez, c'est pourquoi ils n'ont pas pitié des Congolais. Alors où est-ce qu'il évangélise? Il est tout le temps sur le plateau, défendre les régimes, tirer à boulet rouge sur l'ancien régime. Comme quoi, c'est l'ancien régime qui a précipité notre pays dans cet état. Non, c'est faux. Je vous dis, c'est un homme qui n'a ni racine, ni repère, ni morale. Kabila, cette thèse, je vais continuer à en faire asseoir. On donnerait le pays à Tshisekedi dans l'état et à l'âge de Kabila. En 2001, le pays aurait disparu. On allait être enterré, pas disparu. Kabila a pris le Congo dans le même état que Lazare de la Bible. Et Kabila s'était comporté en Jésus-Christ. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons. Donc après le père de l'indépendance, nos pères d'indépendance, ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à Kabila. Qu'on le veille ou pas, qu'on l'aime ou pas, ça c'est une vérité. Kabila a doté à ces pays des institutions. Un fichier de l'administration publique. Ce que nous avons ici, c'est Kabila. L'architecture actuelle, c'est Kabila. Tous les projets que Tshisekedi va inaugurer par les centres culturels, c'est Kabila, non? Allez, merci. Le ROCAD, merci tout. beaucoup. Donc ils sont allés, je cite sur cette question, ils sont allés prendre 300 millions dans le contrat vous l'avez déjà dit. Dans le contrat sino-congolais pour battre campagne. 300 millions dans le contrat sino-congolais. Merci, on a compris. Vous n'êtes pas venu faire l'apologie sur Kabila, mais vous ne faites que dire la vérité. Ce n'est pas de l'apologie, mais l'histoire doit être retracée et de la plus belle manière. Voilà, nous allons changer de registre pour parler de la rencontre entre la première dame et les journalistes, toutes tendances confondues, et les communicateurs du pouvoir, les samedis derniers, 14 décembre, à la cité de l'OIA. Ça tire dans tout le sens et même à balles réelles. Ce matin, c'était le confrère Scoop RDC qui titrait à sa une la fondation Denise Nyakeru moralise et conditionne tacitement le quado. Là, on lit, je vous invite à prêcher pour notre chapelle. Vous connaissez les enjeux politiques de l'heure. Pour le reste, mon chargé des finances va s'occuper de vous pour le mot de la fin. Est-ce que vous partagez la pensée ou cette image satirique de notre confrère Scoop RDC? D'abord, les félicitations et les commentaires vont dans tous les sens. Il y a certains qui félicitent la première dame qui s'est placée au-dessus de la mêlée en réunissant les journalistes de toutes tendances confondues et les communicateurs du pouvoir pour un déjeuner des presses. Moi, je trouve qu'un inconvénient, ce sont journalistes. Est-ce que lorsque Tshisekedi organise des conférences de presse,
la presse dite de l'opposition n'a jamais été conviée. C'était l'anniversaire. D'abord, ils sont allés répondre à une invitation de la fondation pour couvrir l'anniversaire, entre guillemets, ce que moi j'ai comme information, de la fondation de Denis Nyakeo. Alors, je ne sais pas si cette fondation fait la politique, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, journalistes restent journalistes. On ne peut pas leur prêter intention, mais on va voir dans le fait, à la continuité. Est-ce qu'ils vont changer leur manière de voir les choses? De traiter les informations. C'est ça le travail. Est-ce que l'image satirique de Scoop RDC, vous ne partagez pas son interprétation ou le message qu'il laisse passer? C'est Innocent Olenga, non? Voilà. C'est un autre journaliste. Il a aussi fait son travail. Il a caricaturé. Alors, moi, je ne trouve pas de débat là-dessus. Je ne trouve aucun débat. Vous saluez quand même l'acte posé par la première dame. J'organise une fête. En réunissant le journaliste d'une autre tendance d'une tendance opposée à la leur. C'est à l'organisateur de voir qui devait inviter. Il a choisi ses invités. Et c'était aux invités de décliner ou d'accepter. Moi, je trouve que, vu la situation de notre pays, ce sont des débats, des distractions. Le vrai débat est ailleurs. On veut nous amener dans le périphérique, mais nous devons rester dans le fond du débat. Le vrai débat, ce n'est pas cette organisation. Le vrai débat, pourquoi nos professeurs d'université sont en grève? Pourquoi les médecins sont en grève? Est-ce que vous comprenez cette agitation qu'il y a dans les réseaux sociaux et des attaques, des pics à travers des médias interposés? Il y a même Perrault, Loara et Lokala qui sont d'ores et déjà entrés en combat des cages. Ce matin, Lokala répondait à Perrault. Quand à l'époque il était reçu, il était considéré comme le fils aimé de Maman Denise. Comme je venais de le dire, ce sont des périphériques. Moi, je ne peux pas m'atteler sur ça. Ça, les Congolais vont entrer dans une distraction pendant qu'il y a des choses sérieuses. Nous devons débattre sur de vrais problèmes. Perrault récit, Lokala récit, de toutes les façons. Ils sont journalistes, moi je suis politique. Il a récit les communicants de l'obédience du pouvoir et les journalistes. Alors, le vrai débat, moi étant qu'acteur et leader des jeunes aujourd'hui, je me pose des vraies questions. On n'a pas de route. Ce n'est pas à cette fondation de nous construire des routes. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité. On souffre des embouteillages. On a maintenant un ministre au sommet du ministère des Transports qui s'est transformé en ministre des affiches et photos. Moi, il y a des choses sérieuses. Arrêtons d'amener le peuple. Est-ce que, à leur place, est-ce que vous aurez répondu à cette invitation? Je vous dis tout de suite, je n'allais pas répondre. Pourquoi? Parce que moi, je suis politique. Après tout, vous êtes citoyen congolais. Je suis citoyen, mais je ne suis pas membre de cette... Et là, la fondation n'est pas apolitique. Mais financée par l'État. C'est-à-dire? Je ne veux pas entrer dedans, mais je vous dis, c'est financé par l'État. Alors que ces financements devaient peut-être permettre aux Congolais, permettre au gouvernement de réaliser plusieurs projets d'intérêt. Impact visible. D'intérêt commun. Mais ici, si je vérifie, il y a combien de fondations qui sont financées par l'État? Pourquoi la fondation Maman Olive, Initiative Plus, n'est pas financée? Alors, ça reste à vérifier. On va chuter en prenant le dernier dossier. C'est le chèque dans les négociations entre Kinshasa et Kigali. Le président rwandais a brillé par son absence, alors que le chef de l'État congolais s'était déplacé jusqu'à Luanda. Quelle conclusion tirer de cet échec diplomatique reconnu par l'État, par le gouvernement congolais? Hier, en briefing, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, est largement revenu sur cette actualité en affirmant que le Kinshasa ne va jamais négocier avec un quelconque groupe rebelle comme l'a conditionné le président rwandais Paul Kagame.
La question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins. C'est la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kanyikouamba, lors du briefing hier à la RTNC. Je commence par une question pour en comprendre le contour. Lors de la dernière campagne, ou de la campagne de Félix Tshisekedi, il avait affirmé, sans rire, qu'il ne rencontrait son homologue rwandais qu'au ciel. Aujourd'hui, il s'est rendu à Luanda pour rencontrer Paul Kagame. Qu'est-ce qui justifie ces changements des positions et même des rhétoriques du premier citoyen congolais? Est-ce que cela montrerait notre faiblesse face à l'agresseur qui n'est autre que le Rwanda? Moi, s'il faudrait dire, je vais dire tout simplement à Tshisekedi de cesser de nous humilier. On n'a pas besoin d'être humilié à tout moment. Pourquoi vous appelez ça humiliation? Comment il n'était pas informé que Kagame ne pouvait pas venir, n'allait pas se rendre à Luanda? Les services de renseignement devraient le faire. Ils devaient le faire. C'est ridicule que le président prenne l'avion ici, arriver pour que son interlocuteur ne soit pas là. Est-ce que la médiation ne savait-elle pas que le président Kagame n'allait pas venir? J'ose croire que la médiation savait que Kagame ne viendra pas. Alors, si la médiation était au courant de la non-participation de Paul Kagame, pourquoi laisser partir Tshisekedi jusqu'à Luanda? Si la médiation ne savait pas, la médiation allait exprimer son indignation. La médiation n'a pas exprimé son indignation, c'est-à-dire la médiation savait. C'est tout justement le vouloir humilier les Congolais. Parce que nous avons un leadership faible au sommet de l'État. Tshisekedi croyait à Lorenzo. Tshisekedi croyait avoir accepté la construction du corridor. C'est d'avoir Lorenzo de son côté et les États-Unis. Non. Selon mes informations, il y a une incise ajoutée du côté congolais que Kagame n'a pas accepté. Mais de l'autre côté, le Rwanda a dit, comme vous avez ajouté telle incise, vous devez négocier aussi directement avec le M23. Parce que la feuille de route n'est plus la même qu'on s'était convenu. Vous avez ajouté, nous on ajoute ça. Mais j'ai suivi la ministre des Affaires étrangères dire qu'on ne peut pas négocier avec le M23. Mais c'est quoi la solution? C'est la ligne rouge pour... Mais c'est quoi la solution? Vous ne voulez pas attaquer, vous ne voulez pas aller en guerre. Vous ne voulez pas déclarer la guerre, vous ne voulez pas aussi négocier. Bon, c'est quoi la solution? C'est bien de venir.
venir faire voir que vous maîtrisez, vous manipulez bien la langue de Molière. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, vous ne voulez pas déclarer la guerre. C'est ça la réalité. Vous ne voulez pas négocier. Alors, quelle est la solution médiane pouvant permettre au Congo de récupérer ses territoires, cités occupés? Et pendant ce temps, Kinshasa s'en félicite. Après, c'est raté, cet échec diplomatique qu'il met à la tête du président rwandais, Paul Kagame. C'est-à-dire, Kinshasa aujourd'hui a pu débusquer ou mettre à nu la nature de notre agresseur. C'est lui qui est derrière le groupe rebelle M23 et Mouyaya l'a dit, il s'en est félicité. Mais Mouyaya, c'est lui le photographe de Kagame. Quand il prend des photos avec sourire Pepsodent devant Kagame, il pensait qu'il était en face de qui? Ça, c'était autrefois. Autrefois, Kagame, autrefois était qui? Il y a un moment où Kagame cessait d'en vouloir au Congo. Il y a eu un moment où Kagame était le partenaire privilégié de... Mais toujours à chef de l'État. Cherchant à déstabiliser le Congo. Il tirait bénéfice que nous-mêmes. On lui a cédé l'or du Kivu. On lui a laissé réhabiliter l'aéroport de Goma. On lui a laissé faire circuler les avions. Rwanda Air au ciel congolais. Alors, c'est lui qui tirait dividendes. Et à cette époque-là, Mouyaya avec Sourik Pepsodent, il faisait des selfies avec Kagame. Et pour vous, à qui profite cet échec? À l'incompétence. C'est la première fois de voir les gens échouer et s'en féliciter. Ils sont fiers d'avoir échoué. Donc, tu sais que de ces hommes, je crois, je peux même aller loin. Parce que la menace est sur notre territoire. Je peux même croire que... C'est pas sur le territoire rwandais. Ils ont même sablé les champagnes. Donc, ils ont fêté à cause de leur échec. Parce qu'ils ont échoué. C'est pas possible. Donc, les gens en joie, vous leur posez la question, pourquoi vous êtes si joyeux? Oh, nous venons d'échouer. Ça, c'est le régime. Un État puissant combat pour sa souveraineté. L'Israël, entre guillemets, pays de Jésus-Christ, combat les Hezbollah et les Hamas. Alors, quelle conclusion tirer? On va chuter par là. La conclusion, elle est simple. Nous désengager du processus de paix de Luanda. C'est une décision à prendre. Nous devons prendre notre destinée en main. Le problème, c'est que si le président n'arrive pas à faire de vrais calculs sur les constructions et réhabilitation des routes, comment il va faire des calculs sur la diplomatie ou une guerre? Il vous dit ici, devant les députés, j'ai vu les députés applaudir parce qu'ils sont des applaudisseurs. Nous allons réhabiliter 38 000 km de routes en 2025. Quand vous prenez 38 000 divisé par 365, ça fait 104 km de réhabilité par jour. Nous sommes sérieux. Mais tant qu'il y a de la volonté, c'est possible. Papa, 104 km par jour. Allez consulter les ingénieurs, même les câbliers de construction routière. Il dit qu'il va construire 11 423 km de route. Donc, on reste sur le sujet par jour, de Rwanda. 31 km à construire. Alors, est-ce que vous comprenez l'importance ou l'enjeu de la présence de Uhuru Kenyatta à Luanda? Mais Uhuru Kenyatta, c'est lui qui gère le processus de Nairobi. C'est lui le facilitateur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce processus n'est pas vidé de toute sa substance? Non, ce n'est pas aujourd'hui que ces deux processus étaient déjà vidés de leur substance depuis longtemps. Parce que, en rapport de force au niveau international, on négocie que lorsque vous êtes à confrontation. Ici, c'est nous qui subissons. On ne peut pas aller sur une table de négociation en état faible. C'est là que le président Zelensky refuse de rencontrer. Combien de fois la Turquie a voulu mettre autour d'une table la délégation russe et ukrainienne? Donc s'il les rencontrait, il négocierait en position de faiblesse. Et quand vous négociez en position de faiblesse, vous êtes perdant. Vous cédez. Vous cédez, vous concédez. Parce que là, on va vous imposer la volonté. Vous acceptez pas, on libère pas vos territoires. Si je comprends bien,
la première des choses à faire serait d'inverser le rapport de force au terrain. Kagame doit se sentir en danger. À ce moment-là, quand nous venons en force égale, ou soit nous sommes en suprématie, on dit, monsieur Kagame, vous retirez vos troupes, nous on recule. Vous ne retirez pas, on avance. Et tant qu'il ne se sentira pas menacé? Non, il va continuer à blaguer. Et surtout quand il y a un pouvoir faible et affaibli, face à lui, il s'en manque. Pour lui, ce n'est pas un problème. Déjà, Kagame est informé qu'ici, on fête même pour les échecs. On se donne le luxe d'organiser des manifestations parce qu'ils ont échoué. Donc ici, nous le disons chaque jour. L'opposition l'a dit. On ne peut pas aller négocier en état occupé et faible. Kagame doit se sentir à danger. À l'époque, on avait proposé, s'il faut même réarmer le FDLR, hein, pour mettre Kagame en danger, il faut le faire. Kagame nous met en danger par des forces intermédiaires, contournées. Est-ce que le FDLR dont il est question, est-ce qu'ils existent d'abord? Ils existent. Mais s'ils existent, si les FDLR existent, est-ce qu'ils sont une menace? À quel degré si les FDLR n'existent plus, pour le Rwanda, pourquoi le Congo a accepté le rapatriement des FDLR? C'est ça la feuille de route de Luanda. Vous acceptez sur quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que ces gens-là existent. Faisons le vrai débat. Décidons du sort de notre pays. Ne soyons pas les dindons de Panurge où vous cédez la construction. Savez-vous que, je vais dire un mot, vous citez, savez-vous que les corridors étaient bloqués par Joseph Kabila? C'est depuis 2014 que l'Angola avait fini les travaux de son côté. Kabila avait conditionné la suite de notre côté par la construction du port en eau profonde de Bana. Lorenzo le sait très bien, tu sais qu'elle le sait, les États-Unis le savent. Kabila avait bloqué. C'est ça d'ailleurs le plus grand combat entre Kabila et l'Angola et les États-Unis. Kabila avait bloqué. Non, non. Nous ne pouvons pas donner nos minéraux parce que vous avez tout simplement construit les corridors. Et en contrepartie. En contrepartie, et les minéraux, on le vend à vil prix. L'Angola va gagner par rapport à son port. Dans la ville de Lobito, la ville de Lobito abrite le plus grand port angolais. Alors, si vous voulez construire les corridors au Congo, exploiter les minéraux, il faut nous aider à construire le port à nos profits. Et là, le corridor, on l'appelle le corridor de Lobito, et la RDC est allée en tant qu'invité. Parce que le corridor devra passer par la RDC. Donc d'abord, Tshisekedi a agi comme en 1985. Quand vous regardez le déroulé des événements, 48 heures avant que Tshisekedi se rende en Angola, Biden était déjà là-bas avec Lorenzo. Pendant ce temps... De quoi ont-ils parlé avant lui? Pendant ce temps, pendant qu'on discutait sur le Congo, Tshisekedi était transformé à Kidiaba ici. Il mettait le poste du gardien de l'OPA. Brûler la calorie. Il mettait le poste du gardien de l'OPA, Trido, en danger, parce que lui, il veut le remplacer. Pendant ce temps, le travail pour lequel il est payé, c'est de veiller à ce que le Congo, qu'on parle pas du Congo sans le Congo. Merci 48 heures avant, Lorenzo et Joe Biden ont discuté du Congo, posé la question à Tshisekedi, qui est le rédacteur du texte qu'il a posé sa signature. Allez, merci beaucoup, Marley-vous. On va finir par là. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses à dire avec Marley-vous. Ça a toujours été un réel plaisir de décortiquer tous les sujets d'actualité. Merci d'être venu et excellent week-end. À vous également. À toute la grande équipe, à tous ceux qui nous regardent, nous vous promettons de revenir. Je peux saluer les gens. Dans un temps record dans une autre émission, toujours sur votre chaîne. On est déjà à la fin. Je peux un mot. Je salue tous ceux qui ont échoué cette semaine. Qui a échoué? Il y a des gens qui ont échoué dans leur commerce, dans leur diplomatie, à construire leur maison. Tous ceux qui ont échoué, je leur dis bonjour et bon week-end. Et pourquoi ces dédicaces? Ils ne sont pas congolais, ceux qui ont échoué au Congo.
Voilà. Prenez soin de vous. Avec le même plaisir, on vous retrouve.